Je fais ce partage afin de venir interpeller plusieurs d'entre vous qui êtes intéressés par le secteur agro-pastoral, intéressés par l'agriculture et l'élevage. Puis vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir, c'est-à-dire qu'aller entreprendre, mais plusieurs d'entre vous encore, vous êtes encore très hésitants. Beaucoup ont cette peur-là de vouloir aller entreprendre en Afrique dans le secteur agricole. Ce que ces personnes mettent en avant, c'est la peur, c'est-à-dire de perdre de l'argent. La peur aussi, c'est-à-dire que d'aller faire des efforts, la peur d'aller entreprendre dans le secteur agricole en disant que l'agriculture est très pénible en Afrique. Que si l'agriculture doit décoller en Afrique, on se doit de mécaniser notre agriculture. On se doit d'avoir une agriculture moderne. Donc quand on parle ici d'agriculture moderne, on fait allusion, c'est-à-dire qu'en Occident, on voit comment, c'est-à-dire que les Européens, les Américains, les Sud-Américains, le Brésil, on voit l'Asie, comment ils sont sur des grosses superficies, comment ils sont sur des tracteurs, c'est-à-dire quoi, à labourer, c'est-à-dire que des centaines de milliers d'hectares. Ben, c'est ce qu'on se doit aussi de faire. Donc beaucoup se disent que tant qu'ils ne sont pas sur 100, 200, 500 hectares, non, l'agriculture n'est pas rentable. Donc si notre agriculture n'est pas mécanisée, on ne peut pas gagner de l'argent. Donc en moi de venir dire ici que si tu n'es pas prêt ou prête à faire des efforts, à aller travailler la terre, parce que la fonction première d'un paysan, d'un agriculteur, c'est le travail de la terre. Si tu n'es pas prêt à transpirer, si tu n'es pas prêt à mouiller le maillot, je viens ici te permettre d'éviter d'aller jeter ton argent. Sûrement, tu l'as même déjà fait. Peut-être que tu fais partie des personnes qui disent que non, je suis allé tel qu'investir en Afrique, dans le secteur agricole, j'ai perdu mon argent. Je suis allé investir tel qu'en élevage, je n'ai pas vu de retour. Je viens te faire comprendre que l'agriculture, c'est une science. Depuis la création de cette chaîne, tu vois que je parle ici tel que là, de l'agriculture, de l'élevage. Je partage les stratégies, les astuces, les techniques. Je te parle de l'agriculture occidentale. Parce que je connais les méandres, je connais les bienfaits, je connais aussi les défauts. Je connais la réalité que vivent les agriculteurs occidentaux et les éleveurs occidentaux. Je te parle des normes, de la réglementation. Je te parle, tu m'entends te parler de l'environnement, de la biodiversité, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, du sol, la qualité du sol. Est-ce que tu penses vraiment que l'agriculture est rentable parce que c'est mécanisé? C'est ce que je vais devoir développer ici. Est-ce que tu sais c'est quoi le coût de production? Je te parle du coût de production. Est-ce que tu es conscient du fait que nous sommes aujourd'hui, nous vivons une crise mondiale sur le plan énergétique? Tout ça, c'est des choses que plusieurs, c'est-à-dire que d'entre nous en Afrique, on est uniquement omnibulé par ce fantasme ou ce complexe qui ne dit pas son nom. Car non, si on doit aller entreprendre dans le secteur agricole, on se doit d'être sur la mécanisation. Mais la vérité aussi, c'est que l'agriculture, c'est un secteur qui est délaissé tel qu'en Afrique. Il n'y a pas de vraie politique comme ça sur le plan du développement tel que notre agriculture. A contrario, ici en Occident, ils ont tenu que faire un travail colossal sur le plan de leur politique agricole commune. Chaque pays tel qu'européen a sa politique sur le domaine agricole. Et l'Union européenne a une politique commune. Donc, j'aimerais que tu suives cette vidéo attentivement. Parce que les partages que je donne ici, c'est des masterclass. Tu ne verras ça nulle part. C'est vrai que nous, les Africains, nous sommes allergiques à la littérature. Lorsqu'on commence comme ça à être technique, on perd tout le monde. Mais malheureusement, que l'agriculture, c'est une science, c'est la technique, c'est les astuces, c'est la pratique, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-faire faire, c'est le contact avec la terre. Et la terre, c'est un milieu aujourd'hui qui est très mal exploré, qui est sous-exploré même.
Est-ce que tu sais que dans une poignée de terre, il y a plus, c'est-à-dire que d'êtres vivants, que d'êtres humains sur terre? Si nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur terre, il y a plus de 8 milliards d'êtres vivants. Et donc chacun fait sa partition, chacun joue sa partition. Ce sont les vrais laboureurs. Ce sont eux qui permettent de donner la vie à la terre. La terre vit. Est-ce que tu sais que ta terre vit? Est-ce que tu sais que ta terre respire? Est-ce que tu sais que ta terre a besoin d'oxygène? Est-ce que tu sais que ta terre a besoin de se nourrir? Voilà ce travail noble que l'univers, que Dieu nous a donné. Un agriculteur, c'est que c'est un médecin du sol. C'est celui-là qui doit être au contact avec sa terre, qui doit écouter comment sa terre réagit, qui doit nourrir tel que sa microphone et sa macrophone. Ça a toujours été ça depuis des millions d'années. Mais je vais te dire, d'où vient qu'aujourd'hui ce dérèglement? Tu entends parler aujourd'hui de dérèglement climatique. Tu entends parler aujourd'hui de perte de matière organique. Tu entends parler de terres mortes. Tu entends parler aujourd'hui de dégâts de la qualité des eaux, que les eaux sont souillées, polluées. Tu entends parler que des effets de serre, qu'on commence à perdre notre couche de zone, dû à la pollution. Pollution due à quoi? À l'agriculture intensive, à l'élevage intensif et aux industries et même notre modèle d'habitat. On bétonne partout. Je prends à chaque fois assez de temps comme ça pour te le dire. Ce n'est pas pour rien que si tu veux te lancer en business, tu dois comprendre toutes ces contingences. Je te parle de l'économie, tu vois comment l'économie aujourd'hui est vacillante. Je te parle du coût de la vie chère. Tu vas aller produire de façon industrielle intensive avant que je ne rentre dans la jeunesse. Est-ce que tu as regardé sur le plan socio-économique? Sur le plan environnemental? Lorsque tu vas aller produire, à qui est-ce que tu vas vendre ta production? Parce que partout dans le monde, on parle d'inflation, du coût de la vie chère. On parle du coût de l'énergie. Même dans les ménages, l'électricité coûte cher, a augmenté. Le gaz a augmenté, l'eau a augmenté. L'alimentation a été multipliée par 40. Le prix du logement a été multiplié. C'est le chômage partout. C'est dû à quoi tout ça? Donc, en tant qu'entrepreneur, tu te dois d'analyser toutes ces contingences-là. On parle aujourd'hui de tensions telles que géopolitiques. Lorsque tu regardes la tension entre l'Ukraine et la Russie, cette tension est en train de faire vaciller l'économie mondiale. L'Europe est en train d'être en faillite aujourd'hui. Pourquoi? Pour les problèmes tels que de matières premières, pour les problèmes énergétiques. C'est la Russie qui fournissait le gaz à l'Europe. C'est la Russie qui fournissait le pétrole. C'est la Russie qui fournissait les matières premières telles que l'engrais. Pour une agriculture aujourd'hui industrielle, si tu n'as pas d'engrais, l'agriculteur occidental ne peut pas monter sur son tracteur. J'aimerais que tu prennes le temps pour me suivre vraiment de façon assidue. Parce que les informations que je partage ici devaient être monnayées. Mais je sais que notre communauté, nous ne sommes pas assez outillés que lorsqu'on parle d'agriculture. Et des propos comme ça que je tiens pour toi qui es ancien sur la chaîne, j'aimerais vraiment en ton âme et conscience, que tu puisses commenter que depuis la création de cette chaîne, est-ce que ce ne sont pas ces propos que j'avance depuis? C'est vrai que les propos que j'avance, c'est technique, mais vous voyez que c'est d'actualité. Donc je viens répéter ici que si tu n'es pas prêt à fournir les efforts, si tu n'es pas prêt ou prête à savoir que l'agriculture, c'est un secteur qui est régalien. Quand je dis régalien, ce sont nos États, c'est l'État qui devrait normalement avoir la souveraineté alimentaire. Mais nous sommes aujourd'hui en perte de souveraineté alimentaire. Que nos États n'ont plus le contrôle sur notre alimentation. Que la vérité, c'est que les agriculteurs sont en train de disparaître.
Les agriculteurs occidentaux disparaissent. Les éleveurs occidentaux sont en train de disparaître. Oui, je te dis bien disparaître. Sous le poids de quoi? C'est ce que je vais développer. Pourquoi est-ce qu'ils disparaissent aujourd'hui? Pourquoi est-ce que l'agriculture, avant qu'on avait des millions de personnes qui faisaient l'agriculture, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de disparaître? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas aller faire la même chose? Nous ne devons pas aller faire le copier-coller. Pourquoi ils disparaissent alors qu'ils sont sur la mécanisation? Ils font de l'agriculture industrielle intensive, mécanisée, sur la monoculture, avec de la chimie et de l'eau, et ne s'en sortent pas. Les agriculteurs, ceux qui produisent les céréales, font partie des plus pauvres. Alors qu'on sait très bien que la production est importante. Pourquoi est-ce que c'est les agriculteurs qui sont pauvres? Ceux qui produisent les céréales, ceux qui produisent quoi? Qui sont dans l'élevage. Pourquoi certains types d'agriculteurs aussi s'en sortent? Ceux qui sont dans le maraîchage. Parce que ceux qui sont dans les céréales, le salaire qu'ils ont par mois, c'est 700 euros. Ils n'ont pas plus du SPIC. 700 euros. Ils sont obligés, lorsque c'est un couple, un des deux est obligé d'aller travailler à l'extérieur afin de pouvoir ramener de l'argent. Pourtant, c'est des personnes qui travaillent sur des superficies de 500, 1000 hectares, produisant les céréales, mais ils ne s'en sortent pas. S'ils tiennent encore le coup, c'est parce qu'il y a de la subvention sur l'Union européenne subventionne. La France, nous sommes subvention. C'est pour ça que c'est là où je viens vous interpeller que nous qui allons donc faire l'agriculture en Afrique, est-ce que nos États ont mis que ces politiques-là en place? Est-ce que l'État en Afrique, l'agriculture est subventionnée? Vous voyez donc que si on part de façon olé, si le problème, si vous cliquez sur des vidéos, comment gagner 10 milliards, c'est-à-dire qu'avec les céréales, allons tous produire tel que le blé en Afrique, allons produire le tournesol en Afrique, allons produire tel que le colza en Afrique, sans stratégie, sans comprendre, c'est-à-dire quoi, les vrais enjeux, sans comprendre les difficultés que traversent les agriculteurs occidentaux. Mais on va tout droit vers le mur. C'est pour ça que j'ai coutume à dire que on ne se doit pas que d'aller produire par slogan. Donc je viens encore te répéter ici que ce n'est pas parce qu'on est sur une grosse superficie qu'on gagne de l'argent. L'agriculture, c'est le choix de la culture, la rentabilité de la culture à l'État, le rendement de la culture à l'État et la demande du marché. Mais nous avons cet avantage en Afrique. Nos cultures que nous produisons déjà, le macabo, le taro, le manioc, l'igname, la banane plantaire, tu vois, le sorgho, le mil, les arachides, le niébé, le founou, toutes ces cultures-là ont un très grand rendement à l'État et ont une très grande rentabilité financière. Et une culture comme le poivre, j'ai coutume à te dire, on a des aromates, nous avons les épices qui sont hautement rentables. Ou un hectare, je dis un hectare de poivre, c'est plus rentable que 100 hectares de céréales. Maintenant, je vais donc t'expliquer pourquoi nous ne pouvons pas aller embrasser de façon naïve le modèle d'agriculture dit moderne occidental. Pourquoi je vais te demander ici de fournir les efforts? Que oui, l'agriculture est certes physique. Plusieurs d'entre vous dites que non, on ne peut pas aller continuer à travailler avec la houe. Mais je vous dis, ici en Occident, ils travaillent avec les tracteurs, ils disparaissent. Mais tu seras tenté à me poser la question, mais Thierry, pourquoi tu dis qu'ils disparaissent? Mais sur l'actualité. Pour vous qui êtes ici en Occident, ne soyez pas uniquement des consommateurs. Suivez l'actualité. Informez vos frères et sœurs qui sont en Afrique. Et si vous voulez aller produire, faire l'agriculture en Afrique, mais vous êtes mieux placé ici en Occident pour comprendre les challenges que les agriculteurs vivent.
Allez vers l'arrière-pays tel qu'on a posé la question aux agriculteurs. Lorsque vous consommez, est-ce que vous connaissez l'origine de vos produits? Les agriculteurs occidentaux ici ne s'en sortent plus. Pourquoi? Pour les raisons que j'ai citées en amont. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en 1950, on les a amenés à venir produire de façon industrielle. Parce qu'il fallait être qu'à produire abondamment. Et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il faut comprendre qu'il fallait faire tourner un business. Le business de la mécanisation. Le business, c'est-à-dire que de la chimie, dont les engrais, les pesticides, les nématicides, les fongicides, les raticides, les herbicides. Il fallait faire tourner, que les banques fonctionnent. Tout ça, c'est des systèmes. Il fallait faire tourner l'industrie telle que des semences. Tu vas aller produire de façon industrielle. Est-ce que tu as le contrôle sur les semences? Et ici, les semences, c'est la paternité des grands groupes agro-industriels. Tu as Monsanto, tu as Bayer, tu as Syngenta, tu as Limagrain. Ce sont eux qui ont le monopole sur les semences. Donc ça veut dire ici que les semences, ils l'ont breveté. À chaque fois que tu produis, tu es obligé de venir acheter leurs semences. Et lorsque tu achètes les semences, tu es obligé de suivre le protocole qui va avec tous les produits chimiques, les pesticides, les nématicides, les raticides, les fongicides. Et le système est tellement bien fait que tu es obligé à chaque fois de mettre ces produits-là. Ce qui va gonfler ton coût de production. Et au niveau de la vente, tu n'as pas le contrôle sur les prix. Parce que lorsqu'il va falloir vendre, c'est les grands groupes agro-industriels qui viendront acheter cette fois-ci ton produit. Et ce sont eux qui vont fixer les prix. Eux, ces grands groupes agro-industriels, eux, ils vont prendre le produit, ils vont transformer le maïs, le colza, le tournesol, et ils ont, c'est-à-dire que la distribution, ils ont des magasins de distribution. Et ils s'entendent tellement qu'ils ont les centrales d'achat, ils prennent la production des producteurs, excusez-moi la tautologie, à tellement à vil prix. Et derrière, quand ils transforment, ce sont eux qui gagnent 10 fois, 20 fois. Je ne sais pas si tu comprends. Mais derrière ça, on ne tient pas compte du coût de production de l'agriculteur ou de l'éleveur. Derrière ça, l'éleveur, pour pouvoir s'installer, il s'est endetté. L'endettement n'est pas à moins d'1 million d'euros. Dépendamment de ta superficie, mais le coût, c'est-à-dire que le moins, c'est 1 million d'euros. 1 million d'euros. Endetté sur 30 ans. Voilà comment on amène les agriculteurs et les éleveurs à s'endetter et derrière, ils ne s'en sortent pas. Mais si ce n'était que ça, à chaque fois aussi, on les alourdit, on vient les rendre la tâche difficile avec les normes environnementales, les normes écologiques, les normes sur la qualité de l'eau, les normes sur la biodiversité, énormément de charges. Et c'est les mêmes aussi qui en pâtissent aussi les tensions géopolitiques. Lorsqu'il y a des crises sur le plan énergétique, lorsqu'il y a le problème de pétrole, lorsque le coût du pétrole augmente, c'est le coût de production de l'éleveur ou de l'agriculteur qui augmente. Lorsque l'électricité augmente, c'est le coût de l'agriculteur et de l'éleveur qui augmente. Mais derrière ça, son prix de vente n'augmente pas. Sans compter ça, la compétition maintenant mondiale. N'oublie pas que nous sommes dans un marché de libre-échange, la mondialisation. Entre-temps, du côté du Brésil, du côté de l'Asie, ou même entre eux pays européens, parce que tu sais, il y a ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune. Même entre eux pays de l'Union européenne, ils ne respectent pas les normes. Parce que quand la France va imposer les normes, tu vois, environnementales, les normes écologiques, le respect de certaines molécules qu'on ne doit pas utiliser sur le sol français, mais son voisin le plus proche est là, qui est l'Espagne. L'Espagne ne va pas respecter ça. L'Espagne va aller produire les tomates de façon industrielle, de façon chimique, et va vouloir venir faire du dumping en France. Ce qui ne passe pas. Alors que l'agriculteur français, lui, il respecte les normes environnementales. En respectant ces normes-là,
ça fait que sa production diminue. Parce que si on demande de diminuer que la quantité d'engrais, parce que ça va détruire la nappe phréatique, ça va détruire les cours d'eau. On demande de réduire que la quantité de pesticides à mettre sur les tomates. Quand tu réduis, c'est ton rendement aussi qui réduit. Mais ton voisin le plus proche, qui est l'Espagne, ne réduit pas. Lui, il charge, il pompe. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que toi, tu respectes la réglementation, ta production est moindre. Mais la France, entre-temps, aussi a besoin de tomates. Voilà comment, au nom du libre-échange, on va ouvrir les frontières. Les tomates espagnoles vont entrer en France. Ce qui vient faire une concurrence déloyale à la France. Ça peut être la France, ça va être aussi les pays, ça peut être la Nouvelle-Zélande quand c'est la viande, ça peut être le Brésil. Tu vois, le Brésil n'a pas les normes européennes. Le Brésil produit que sans normes. Donc, voilà les erreurs qu'on ne se doit pas de répéter. Et c'est comme ça donc que les agriculteurs français disparaissent. Parce que quand tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, ben, tu disparais. Je t'ai dit que la disparition des agriculteurs occidentaux, c'est fait exprès parce qu'aujourd'hui, on privilégie plutôt l'agriculture que de surface. L'Europe, l'Occident, subventionne l'agriculture par rapport au nombre d'espaces. Donc, plus tu as les hectares, plus tu es subventionné. Donc, le piège maintenant là-dedans, c'est que les gens sont appelés à aller prendre de plus en plus d'espace parce que ces personnes veulent bénéficier de la subvention. Mais lorsque tu prends de plus en plus de la surface, ça fait les affaires de qui? Ça fait les affaires de la banque. Parce que si tu vas voir ton banquier ne va pas t'accompagner si tu viens dire que tu as 10 hectares. Mais si tu viens dire que tu veux acheter 200 hectares, 300 hectares, ça devient intéressant pour lui parce qu'il va t'endetter. Si tu es sur 200, 300, 400, 500 hectares, il voit déjà aussi que tu vas acheter la mécanisation. Il va acheter un tracteur, acheter l'attelage qui va avec. Il te faut une machine batteuse. Si tu veux aller faire 2 cultures, il va falloir que tu achètes aussi 2 types de moissonneuses batteuses. Voilà comment que ça alourdit ton ardoise. Tu peux déjà commencer à chiffrer à 1 million d'euros. Il faut construire les bâtiments. Et des bâtiments aux normes. Cette fois-ci, quand on parle des normes, attention, les normes, ça fait partie du coût de production. Tu as les normes françaises, tu as les normes européennes. Donc, un bâtiment que tu dois construire, il faut que ça respecte les normes françaises, les normes européennes. Pareil pour l'éleveur. L'éleveur doit commencer par moins avec un minimum d'1 million d'euros. Et il doit respecter la réglementation. J'ai coutume à vous dire ici, pour vous qui voulez aller faire l'agriculture industrielle, est-ce que vous êtes prêts? Rien que les normes, en tant qu'éleveur, chez nous en Afrique là-bas, s'il fallait respecter les normes occidentales, tous les éleveurs venaient de la prison. Tous les éleveurs, on allait fermer l'élevage de tous nos éleveurs. Est-ce qu'on se doit donc de copier bêtement ce qui vient de l'Occident? Est-ce qu'on se doit de copier leur modèle agricole ou leur modèle d'élevage? Et lorsqu'on va donc produire, ou on va copier le modèle d'élevage occidental, je vous l'ai dit ici, qu'est-ce qu'on enrichit en fait? Est-ce qu'on peut devenir riche lorsqu'on le fait? Parce que tous les intrants viennent d'ailleurs. On vous a dit ici qu'aller faire l'élevage tel que de poulet de chair, c'est 50% tel que de rendement. Je vais poser la question, vous calculez votre rentabilité comment? D'où vient la matière première? D'où vient le maïs? D'où vient le soja? D'où vient le colza? D'où viennent les sels minéraux? D'où viennent les vitamines? D'où viennent les antibiotiques? Le poussin d'un jour, ça vient d'où? Les parentaux. Qui c'est qui a produit les parentaux? Les œufs, ça vient d'où? On ne peut pas dire que ce système est rentable pour nous parce que nous n'avons pas le contrôle dessus. Un système devient rentable lorsque nous avons le contrôle dessus. Donc moi, je viens vous dire, que tant que nos États ne vont pas prendre à bras le corps le secteur agricole, tant que le secteur agricole ne sera pas un secteur souverain, tant qu'on ne sera pas être subventionné par nos États, tant que les banques ne vont pas nous accompagner, tant que nous n'aurons pas les infrastructures, les bonnes routes, tant que nous ne serons pas autonomes sur le plan énergétique. Quand je parle de l'énergie, si je parle de l'électricité,
je parle du pétrole, je parle de l'essence, je parle du gaz, je parle même de l'eau. Tant que nous n'aurons pas des compagnies sémencières, nous ne sommes pas autonomes sur nos semences. Et même quand je parle de l'élevage, sur la production, c'est-à-dire que de nos espèces, c'est-à-dire voilà, animales. Parce que c'est un pan qui est large. On se doit de développer tel que notre science, développer la technologie. Tant que tous ces systèmes ne sont pas mis en place, il faut comprendre que les gens naviguent à vue. Même ici en Occident, l'agriculture est subventionnée. Malgré tout ça, c'est que les agriculteurs ne s'en sortent pas. Les éleveurs ne s'en sortent pas. Du moins, ceux qui produisent les céréales. Ceux qui s'en sortent un peu, c'est ceux qui font dans le maraîchage. Ceux qui sont dans le maraîchage ont des salaires de 3 500 € le mois. Ceux qui sont dans la boriculture peuvent toucher peut-être dans les 5 000 € le mois. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui vont faire dans les vignes et qui produisent eux-mêmes leur propre vin. Ceux qui s'en sortent, l'agriculture qui est rentable ici, c'est l'agriculture, tu vois, là où plus ne vont pas, c'est cette agriculture artisanale. C'est l'agriculture qui respecte le terroir. Tu entends parler des AOC, appellations d'origine contrôlée, les AOP, appellations d'origine protégée, les IGP, indications géographiques protégées. Parce que là, ça respecte le terroir. C'est une agriculture encore nourricière. Là où il y a un savoir-faire, il y a un savoir-faire qui se transmet de façon, comme ça, de père en fils, de façon générationnelle. C'est cette agriculture qui permet, tu vois, aux régions de vivre. C'est cette agriculture qui permet de pouvoir vendre la France à l'étranger. Ce n'est pas l'agriculture industrielle. Donc, comprenons que la technologie, c'est une bonne chose. La technologie est venue à créer le progrès. Il faut comprendre qu'avant, depuis la nuit des temps, on a toujours travaillé à la main, avec la charrue, avec les vaches. C'était une agriculture agro-silvopastorale. Mais avec l'évolution, tu vois, du progrès, la découverte du pétrole, l'industrialisation, on a tellement que mécanisé l'agriculture. Mais une fois l'agriculture aujourd'hui mécanisée, on s'est retrouvé en train de produire en masse. Donc lorsqu'on se retrouve en train de produire en masse, ça crée quoi? Ça crée qu'il y a excès de productivité. Excès. Et lorsqu'il y a excès, ça crée quoi? Ça crée la déflation. La déflation. La déflation ici, c'est quand il y a trop de produits. Si tout le monde produit, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a surabondance de produits, les prix deviennent moins chers. Mais entre-temps, ton coût de production n'a pas changé. C'est pour ça que les industriels ont donc trouvé la parade. L'agriculture aujourd'hui industrielle n'est pas faite pour nourrir les humains. Cette agriculture industrielle est faite pour nourrir les animaux. Quand on produit des céréales, les céréales ne sont pas à la base. Ici en Occident, ce n'est pas fait pour l'alimentation humaine. Une faible quantité va à la consommation humaine. La grosse quantité va à la production, c'est-à-dire animale. Donc, c'est la provendierie. Beaucoup, c'est-à-dire que ça va sur la production, c'est-à-dire que des éthanols. On va être produit pour faire les produits dérivés comme le sucre, là où il y a plus de profit. Donc, si vous ne comprenez pas comment le système fonctionne, ben, toi, tu vas aller droit au mur. Toi qui es là, dis que non, je ne vais pas aller faire d'efforts. J'attends avoir le tracteur. Donc, l'agriculture aujourd'hui est sous le contrôle des grands groupes agro-industriels, sur le contrôle de la finance. Aujourd'hui, c'est les fonds de pension, c'est les fonds d'investissement qui détiennent les terres agricoles. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu que tous les milliardaires sont en train d'aller acheter les terres agricoles. Tous les milliardaires aujourd'hui investissent dans ces terres agricoles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en particulier, les familles sont en train de disparaître. Le slogan, c'est agrandis-toi, sinon disparaît.
Le modèle qu'ils ont vendu aux agriculteurs dans les années 1950, ce même modèle aujourd'hui est en train de faire disparaître les agriculteurs parce qu'ils sont criblés de dettes. Ils ne peuvent plus rembourser telles que les créances. Et en étant criblés de dettes, ça fait quoi? Ils déposent bilan. Quels sont ceux qui vont acheter derrière? C'est les fonds d'investissement, c'est les fonds de pension. Et quand on dit fonds d'investissement, c'est plusieurs personnes, c'est des millions de personnes qui se réunissent, qui mettent leur argent. Et cette fois-ci, quand tu entends qu'il y a des exploitations de 5 000 hectares, de 10 000 hectares, ce n'est pas une personne seule, mon ami. C'est des fonds d'investissement. Comment toi tu penses que tu peux venir compétir avec un fonds d'investissement? Et quand ils ne le font pas par souci du respect de l'environnement, du respect de l'écologie, du respect de la qualité des eaux, du respect de bien-être, du respect de la qualité de ce qu'on produit. Ils font ça pour le profit. Parce qu'aujourd'hui, tout est sur les marchés. Tout est aujourd'hui spéculatif. Le blé se vend sur les marchés, à la bourse. Le colza se vend en bourse. Le soja se vend en bourse. L'houblon se vend en bourse. Les matières premières agricoles aujourd'hui sont des matières spéculatives. Donc, ils sont là pour faire du profit. Ils sont là pour enrichir, tu vois, les actionnaires. Et les agriculteurs travaillent pour faire tourner la finance. Tu n'es pas en train de voir ça. Depuis la création de cette chaîne, je te parle de ça. Que c'est les marchés aujourd'hui qui sont venus détruire l'économie réelle. N'es-tu pas en train de voir ça? Pourquoi tu refuses de voir la vérité? Pourquoi tu refuses d'admettre la vérité? Oui, je sais que la vérité est brutale. Mais je ne peux pas te le dire autrement. Parce que cette vie-là, la vie est brutale. Tu es même déjà en train de la vivre. Quand tu prends ton panier et que tu vas faire les courses, c'est quoi le coût de la vie? C'est quoi le prix d'une tomate aujourd'hui? C'est quoi le prix des denrées? Lorsque tu as un logement, heureux encore que tu aies un logement, très peu de personnes ont du mal, beaucoup de personnes ont du mal à se loger. N'arrivent pas à trouver le logement. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont du mal à se loger. Faute de moyens. Les prix des loyers ont augmenté, triplé. Mais ce qui n'a pas augmenté, c'est ton pouvoir d'achat, c'est ton salaire qui n'a pas augmenté. Alors si ton salaire n'a pas augmenté, comment tu penses que tu peux aller consommer, aller acheter les produits de qualité auprès d'un producteur? Oui. C'est pour ça que je viens vous partager ici le patriotisme économique. C'est pour ça que je vais vous dire, valorisons et vulgarisons nos produits du terroir. En donnant la force aux producteurs. Parce que c'est ce que toi tu vas faire. Toi qui es en Afrique, au lieu d'aller acheter tes produits au marché, les produits produits et sur la tautologie par un agriculteur, une agricultrice de ton pays local. Parce que lui, il a bravé tous ces efforts-là. Est-ce que tu sais combien coûte un sac d'engrais en Afrique? C'est des prix comme ça qui fluctuent. Ça passe des fois à 18 000 jusqu'à 30 000, des fois 40 000. Parce que ce n'est pas nous qui produisons ces engrais. Et ces engrais ne sont pas subventionnés, on ne te rembourse pas. C'est à tes frais. Donc si on te demande d'aller produire le maïs et qu'un hectare de maïs demande 6 sacs, tu fais 6 fois 30. Si tu vas faire 2 hectares, dis-moi qu'est-ce que tu vas gagner sur 2 hectares de maïs? Le maïs, il faut que tu commences à partir de 100 hectares, 200 hectares. Donc faites donc 6 sacs fois 200. Tu vois le coût. Il n'y a pas que l'engrais. Il y a l'herbicide. Comment tu vas labourer, désherber ton champ? Il y a les fongicides, il y a les nématicides, il y a les raticides. Nos plantations qui ne sont même pas irriguées. Comment tu vas faire pour pouvoir être rentable? Parce que c'est l'eau. La matière première telle que dans cette agricole, c'est l'eau. Parce que c'est l'eau qui permet justement que la plante s'épanouisse, que la plante puisse fleurir, que la plante puisse produire à tout moment, que la plante puisse vivre. Parce que quand il n'y a pas l'eau, l'estomac de la plante se ferme. La plante entre en hibernation. Et c'est l'eau qui te permet d'avoir de la production à tout moment. Tu peux produire à contre-saison. Si tu n'as pas tout ça. La mécanisation, si tu as le tracteur, est-ce que c'est nous qui fabriquons les tracteurs? Même lorsque tu as un tracteur, le tracteur ne fonctionne pas à l'eau, ça fonctionne à l'essence, au gazole.
nous ne sommes pas autonomes sur le plan tel que du gasoil. Les prix aussi sont fluctuants. Je te rappelle qu'ici, en France, il y a eu un blocus en 2018. Tu as entendu parler des gilets jaunes. Parce que l'essence avait augmenté. À l'heure actuelle où je te parle, plusieurs usines ont fermé, plusieurs sociétés ont fermé, dû aux problèmes énergétiques. Parce que tu as dit que la facture du gaz a augmenté. Parce que la facture de l'électricité a augmenté. Des sociétés ont fermé avec plusieurs centaines de milliers de personnes au chômage. La technologie, c'est une bonne chose. Hein? Mais est-ce que tu vois les dégâts de la technologie? Oui. Nous sommes dans l'ère du progrès. Mais le progrès, il ne peut avoir progrès que si on est au contrôle de l'énergie. Et tu vois, depuis la découverte, tu vois, de l'industrie, la mécanisation, la technologie est venue permettre à ce qu'on produise abondamment, plus rapidement. Mais en produisant abondamment et rapidement, ça dénature la qualité du produit. Et nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Voilà encore l'IA qui arrive. L'intelligence artificielle. Les robots humanoïdes. Elon Musk a dit que dorénavant, les gens ne vont plus travailler. Que c'est les robots qui vont travailler. Et lorsqu'on sera dans un monde où on sera toujours en train de produire de plus en plus, le produit n'aura plus aucune valeur. L'argent n'aura plus de valeur. C'est pour ça que tu as dit que l'argent n'aura pas de valeur. Ça va créer la déflation. Et la déflation ici, c'est la hantise de tous les États sérieux. Chez nous en Afrique même, c'est la déflation. Et il n'y a aucun patriotisme économique. Et il n'y a aucune stratégie sur le plan, je veux dire, des contrôles tels que de nos produits, ou je veux dire du protectionnisme, c'est le mot que je cherchais, du protectionnisme. Les États sérieux tels que font du protectionnisme. Même quand nous sommes dans un système tel que de libre-échange, le président Donald Trump, ce qu'il a fait en créant et en sortant les taxes, c'est du protectionnisme. Pourtant, ce sont eux-mêmes qui ont créé ce libéralisme-là. En allant, tu as dit que chercher les parts de marché, tu as dit quoi, en Asie. Lorsqu'ils se rendent compte aujourd'hui que la Chine est en train de dominer sur le plan technologique, sur le plan industriel, ben, on crée le protectionnisme. Cette même Chine a copié, tu as dit que l'Occident. Mais la Chine aussi, tu as dit que est retombée sur ses pattes. Est-ce que tu sais que la Chine, à l'heure où je te parle, la Chine a un désert de plus de 40 millions d'hectares. 40 millions d'hectares. Parce que oui, dans ces années-là où ils sont sortis d'une période de famine, la Chine a connu, il y a eu des millions de personnes qui sont mortes de faim. Parce que la Chine dépendait du soja et du blé américain. Les Américains ont fermé la vanne et les millions de Chinois sont morts de faim. Les Chinois n'ont jamais oublié ça. Donc pour pouvoir parler à ça, ils ont dit aussi qu'eux aussi vont aller produire de façon industrielle. Ils ont envoyé que les enfants allaient faire des études d'agronomie, chercher la science de la technologie. Ils ont produit de façon mécanisée des céréales, le blé, le soja. Ils ont rasé, coupé tous les arbres pour produire le blé et le soja. Ça a donné quoi? Un échec total. Le désert, la désertification. Ils ont plus de 40 millions d'hectares de désert. Ils sont aujourd'hui en train de reboiser ces superficies-là. Faisons très attention, chers amis. L'exemple de la Chine, c'est un exemple qui est palpable. Pour beaucoup qui prennent l'exemple sur le Brésil, je voulais dire que le Brésil aujourd'hui a connu la plus grande catastrophe en termes d'agriculture. Le Brésil a connu ce qu'on appelle les pertes de matière organique. Dû aux vents, pertes de matière organique éolienne. Parce qu'ils produisaient à outrance avec la mécanisation. Ils ont perdu la matière organique aussi quelque part. Le ruissellement de l'eau. Les États-Unis ont connu ça aussi pareil. Dans les secteurs comme le Texas, Nouvelle-Mexique, toutes ces zones-là qui étaient arides, ils sont venus avec les tracteurs labourer
retourner la terre. Mais lorsque la nature a commencé à frapper, on a eu des soulèvements du muscle allant à plus de 15 km. On a eu comme ça, les levées de sable qui ont enseveli les maisons, qui ont détruit les cheptels, qui ont tué les vaches. Les agriculteurs n'avaient qu'une chose, fuir les lieux. Mais cet espace-là, qui les a amenés là-dessus, c'est les promoteurs immobiliers. C'est les politiques. On leur a vendu cet espace que c'est l'espace où coule le lait et le miel. Ils sont allés faire des pratiques où il fallait produire le blé, produire le maïs. Les 6 premières années, que ça allait bien parce qu'il y avait de la pluie. Mais lorsque la sécheresse a commencé, ils n'ont eu leurs yeux pour pleurer. Le Brésil a connu ça. Les États-Unis ont connu. C'est pour ça que tu entends parler aujourd'hui d'agriculture de conservation. Tu entends parler d'agriculture de couvert végétal. Tu entends parler on sème sur le couvert végétal. C'est pour ça que tu entends parler des modèles d'agriculture, de permaculture. Tu entends parler qu'on ne doit pas perturber le sol, qu'on ne doit pas retourner la terre, qu'on ne doit pas couper les arbres. Tu entends parler des modèles d'agroforesterie, d'agroécologie. Tu entends parler des fermes intégrées. Oui, parce qu'on se doit plutôt d'imiter la nature, en fait. Et dans ces modèles de permaculture, d'agroforesterie, on demande d'utiliser de moins en moins de mécanisation lourde, de travailler avec le petit outillage. C'est pour ça que je te dis ici que si tu es un adepte de la paresse, si tu es un adepte du moindre effort, l'agriculture rentable, ce n'est pas fait pour toi. L'agriculture nourricière, respectueuse de l'environnement, respectueuse de la biodiversité, respectueuse, c'est-à-dire que du producteur, respectueuse, c'est-à-dire que du consommateur. L'agriculture, cette agriculture rentable, elle n'est pas faite pour toi. Parce que dans ton paradigme, dans ta perception, tu penses que c'est parce qu'on est sur le tracteur, parce qu'on est sur un tracteur qu'on est rentable. C'est parce qu'on est sur la mécanisation qu'on est rentable. À moi de t'interpeller, tu penses que la mécanisation ou la technologie, ça rime avec la rentabilité? Des voies philosophiques. Tu penses que parce qu'on est dans l'ère de la technologie, ou peut-être parce qu'on utilise la technologie, c'est synonyme de rentabilité? Si tu m'as suivi, si tu as suivi mon plaidoyer, de bout en bout, tu vas comprendre que à chaque fois que tu viens ajouter un élément, c'est un coût de production supplémentaire sur ton cahier de charges. Maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir inclure ça, c'est-à-dire que sur le prix de vente pour le consommateur final? Et je te dis à un moment que nous sommes en train de vivre, le monde est en faillite. Nous sommes en pleine crise économique. Et il n'y a pas de pouvoir d'achat. Le salaire n'est pas augmenté depuis plusieurs décennies. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Pendant que toi, tu es là, tu t'équipes, tu blindes ton système de technologie, de dernier cri. Parce que tout ça, ça a un coût. Le produit final, à combien tu vas vendre ça? Et qui c'est qui va t'acheter? Pendant que tu es en train de faire ça, tes concurrents aussi sont en train de faire. Parce que quand toi, tu vas épouser un système, tu penses que tu seras plus compétitif que les Occidentaux, que les Américains, les Français, les Anglais, les Chinois. Toi, tu penses que tu seras plus compétitif? N'oublie pas aussi qu'il y a le rapport de force. Lorsque tu vas produire donc maintenant, c'est peut-être pour venir viser le marché occidental. Tu penses qu'on va t'ouvrir le marché? Eux, ils font ce qu'on appelle le protectionnisme à travers les normes. On va te dire non, ton produit ne respecte pas les normes environnementales, ça ne respecte pas la qualité des eaux, ça ne respecte même pas le cahier des charges, ça ne respecte même pas les vies humaines, que non, tu as eu à utiliser peut-être les enfants. Non, ça ne respecte pas énormément de normes, ce sont des normes protectionnistes. Parce qu'ils ne veulent pas que tu viennes dominer le marché. Pendant ce temps, toi, tu as produit à des coûts chiffrant en des centaines de millions de francs CFA, à des milliards de francs CFA.
ce même produit que tu as fait, tu ne peux pas non plus vendre sur le marché local. Parce que sur le marché local, il n'y a pas de pouvoir d'achat. C'est des faits qui sont là. Tu fais comment? On a eu le cas avec le cas de notre frère, c'est-à-dire que Seydou Keita du Mali. Le footballeur Seydou Keita. Il allait installer une usine flambant neuve. Le coût d'installation, plus de 9 milliards de francs CFA. Plus de 9 milliards. 9 milliards de francs. Là-dedans, il avait 3 lignes. Production telle que d'huile de jatofa, production l'huile de colza, de soja, et production telle que de plastique de bidon. Il a bien fait les choses, il a pensé en amont, tel que le coût de l'énergie, il a mis des centrales, tel que tu vois des trucs, centrales énergétiques solaires. C'est ça qui a élevé le coût à plus de 9 milliards. Lorsque l'usine a commencé à tourner, il a eu la bénédiction tel que des chefs d'État maliens. Lui, il vient avec l'esprit patriotique. Il vient mettre une usine pour créer de l'emploi, pour pouvoir relever, tel quoi, apporter des produits tels que nous, au peuple malien. Il vient tel que permettre aux agriculteurs d'avoir le travail, parce que lui n'avait pas la plantation. Il fallait très bien que les Maliens produisent le soja, produisent le jatofa, pour pouvoir le fournir, le beurre de karité. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps aussi, le Mali, tel que vous connaissez la situation tel que du Mali, le Mali, tel que sur le plan international, combat avec les Occidentaux. Le Mali, tel que est en autarcie, l'AES en autarcie. Donc, on leur mène la vie dure. Ils ne peuvent pas accéder qu'à plusieurs technologies ou même outillages. Et les intrants, les agriculteurs maliens, comment ils font pour pouvoir avoir les intrants de qualité, les semences de soja de qualité pour gonfler la production? Comment ils font pour pouvoir avoir de l'engrais de qualité pour pouvoir augmenter la production? Comment ils vont faire pour pouvoir avoir la mécanisation pour produire sur les grosses superficies? Rapport de force, on bloque tout. Voilà notre frère Seydou Keita qui a mis une usine. Cette usine doit tourner. Tu ne vas pas investir 9 milliards pour que l'usine tourne, tu vois, à même pas un tiers de ses capacités. C'est de l'argent que tu payes sur le plan énergétique. C'est un personnel que tu vas immobiliser qui ne va rien fournir. Le matériel, comment tu vas amortir ça? Donc, ça a commencé à tourner. Seydou Keita s'est retrouvé confronté à l'approvisionnement. Lorsqu'il a sorti le produit, le coût du bidon d'huile qu'il a mis sur le marché, avec la validation de l'État malien, le peuple malien s'est mis à se plaindre que non, ils n'ont pas le pouvoir d'achat, ils ne peuvent pas acheter à ce prix-là. Que Seydou Keita est en train de vouloir gagner de l'argent sur le dos. Est-ce que vous voyez les réalités de l'industrie? Est-ce que vous voyez les réalités du business? Est-ce que vous voyez les réalités lorsqu'on parle d'aller mécaniser, d'industrialiser? C'est un autre milieu, c'est un milieu qui est violent. Mais Seydou Keita se retrouve ici, mais ce n'est pas possible. Lui, il est venu la main sur le cœur, dit qu'il vient servir son pays. Il vient répondre au patriotisme économique. Il vient de la souveraineté alimentaire au pays. Il vient créer de l'emploi au pays. Mais comment est-ce qu'on peut le traiter aujourd'hui? Je vais dire le mot qu'on aime bien, de colon, de capitaliste, de profiteur. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le monde des affaires. 9 milliards, il n'est pas venu faire du bénévolat. 9 milliards, il doit rentrer dans ses frais. Et 9 milliards, c'est-à-dire que c'est son argent propre. C'est pour ça que je vous dis, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Imagine donc s'il avait les actionnaires derrière lui. Les actionnaires s'en foutent de comprendre, de savoir si les Maliens ne peuvent pas ou machin. Donc, il fallait qu'il fasse cette analyse-là en amont. C'est pour ça qu'on vous parle. Tu peux venir mettre ton industrie et qu'au bout de 6 mois, tu fermes. Parce que tu n'as pas pris en compte le pouvoir d'achat. Tu peux avoir, c'est-à-dire que la technologie de dernier cri, mais parce que tu n'es pas autonome sur le plan énergétique, tu vas aller mettre une industrie. Ton pays n'est pas autonome sur le plan énergétique.
On ne peut pas te fournir tel que le pétrole, l'électricité à temps. Comment tes usines tournent? On ne peut pas te fournir le gaz à temps. Comment tu tournes? On ne peut pas te fournir l'essence à temps. Comment tu tournes? On ne peut pas, même les routes ne sont pas de qualité. Comment tu tournes? Donc la stratégie demande ici, pour nous Africains, de commencer petit, comme je continue à vous dire, que on a vu les dérives aujourd'hui causées par l'agriculture industrielle, l'élevage industriel, par les industries même en général. Aujourd'hui, la planète est, on parle de dérèglement climatique, on parle de changement climatique. L'être humain n'est plus sur le contrôle de rien. Même la nature aujourd'hui, avant on savait que bon, la pluie arrive au mois de mars. La pluie n'arrive plus au mois de mars. Des fois, à mars, ça arrive, quelques gouttes arrivent, en 3-4 jours, tu vas s'aimer, et après, plus de pluie. C'est dû à nos pratiques, à nos mauvaises pratiques. C'est dû à l'industrialisation. C'est dû à l'urbanisme. Voilà, ça arrive aussi en Afrique, les amis. On vit aujourd'hui des vagues de chaleur telles que pas possible. Ce qui vient fausser, c'est-à-dire que les calendriers tels que là, agricoles. Ce qui crée des pertes colossales auprès des agriculteurs. Ceux qui produisent des céréales, le maïs, le soja, le tournesol, tout ça, le tournesol. On a des inondations aujourd'hui qui frappent de plus en plus. Ce qu'on voyait ici en Occident. Vous voyez, ici en Occident, il y a des inondations qui inondent les plantations. Il y a c'est-à-dire que des vents violents qui viennent tout casser. Ils ont même encore que les grêles, la neige qui vient tout détruire. Il y a la chaleur qui vient tout casser. Mais eux, ils ont ce système qu'ils sont assurés, l'État accompagne, l'Union européenne subventionne, même jusque-là, ils ne s'en sortent pas. Mais nous, si on va donc épouser ces modèles-là, où nous ne sommes pas accompagnés, nous ne sommes pas subventionnés, on fait comment pour s'en sortir? Il y a aussi ce côté que les crises sanitaires, on parle de grippe aviaire, on parle de peste porcine. Eux, ici, sont frappés par ces crises-là. Mais comme ils sont assurés, ils sont subventionnés, l'État vient des fois, l'État accompagne. Mais chez nous en Afrique, tu vas mettre un bâtiment moderne, super, coût d'installation, 1 milliard, puisqu'on aime les chiffres, 1 milliard. En 6 mois d'exploitation, on t'annonce une grippe aviaire. Dans ton bâtiment, tu avais comme ça, avec plus de 100 000 sujets. Et on te dit qu'il faut abattre tous les 100 000 poules. Oui, l'État est sans pitié. Il faut abattre tous les 100 000 poules. Dis-moi comment tu vas te relever. Tu as installé à 1 milliard, tel que l'État ne t'a pas accompagné, tu n'as pas eu de subvention, tu n'as pas eu d'aide. 1 milliard. Et en 6 mois, on vient te dire qu'il faut abattre tous les 100 000 sujets. Dis-moi comment tu vas te relever de là. Dis-moi comment. Donc tu comprends que ce n'est pas la technologie seule qui suffit. C'est toute une chaîne et que celui qui va se lever de son propre chef dit, je vais aller faire une agriculture moderne, industrielle. Je sais comment la personne va finir. Je sais comment. Mais je ne te demande même pas. Oui, depuis 5 ans, je vous parle ici des faits concrets. Et il ne faut pas te dire que regarder la chaîne et dire que, ah ben Thierry a quoi, 64 000 abonnés. Ah, Thierry nous partage de façon authentique, de façon... Je n'ai pas besoin d'aller filmer la plantation des autres. Je suis un agriculteur. Nous sommes sur 60 hectares. Donc je sais comment travailler sur des grandes surfaces. J'ai fait exprès de choisir d'aller produire le palmier à huile. D'aller produire les arbres fruitiers. Le Ndjansa, le Bitakula, la Kula Kumnata. Le Safouti. Le mangoustan, le ramboutan. Les arbres fruitiers. J'ai fait exprès d'aller produire le poivre, qui est la première épice la plus consommée au monde. La 3e culture la plus rentable au monde. J'ai fait exprès d'éviter de plus en plus la grosse mécanisation. J'ai fait le choix de travailler de façon respectueuse de l'environnement, respectueuse de l'écosystème, de la biodiversité, respectueuse de la qualité du produit que je vais donner aux consommateurs,
respectueuse de mon terroir, parce que je viens ici valoriser mon terroir. Je viens ici valoriser notre savoir-faire et notre savoir-faire faire. Je viens dire ici que le libéralisme économique dont on nous a vanté, ça ne nous profite pas. Et qu'on ne peut pas compétir aujourd'hui frontalement avec les autres. La mécanisation, c'est bien, la technologie, c'est bien. Mais ça, c'est limite. Que la technologie aujourd'hui est venue créer la déflation. Lorsqu'on produit en masse, ça fait que le produit est moins cher. Mais ton coût de production, entre-temps, n'a pas changé. Mais là où il y a de l'argent aujourd'hui, c'est sur les produits tels que, c'est sur les produits artisanaux. C'est sur les produits où il y a un savoir-faire faire. C'est sur les produits qui respectent le terroir, comme le poivre que tu vois là. Le poivre, te dit que ce n'est pas mécanisé. C'est un travail tel que fait à la main. C'est un savoir-faire, c'est un savoir-faire faire qui donne un produit noble. C'est pour ça que le poivre coûte cher. C'est pour ça que le kilo de poivre peut être vendu à 30 000 francs. C'est pour ça qu'ici en Occident, on peut vendre le kilo entre 100 et 400 euros. Parce que c'est un aliment, c'est un médicament en même temps, c'est un médicament en même temps. C'est pareil pour l'huile de palme. L'huile de palme ne demande pas la haute mécanisation. L'huile de palme ne demande pas des produits chimiques. C'est une plante qui est coriace, qui est vivace, qui s'adapte dans son terroir. Le palmier à huile est originaire du golfe de Guinée. Nous avons le contrôle dessus. Le poivre, c'est que nous avons le contrôle sur la sémence. Le poivre se développe très bien en zone tropicale. Ça ne se développe pas tel qu'ici en Occident, en zone tempérée. Pareil pour le manioc. C'est pour ça qu'on va produire le manioc. Parce qu'aujourd'hui, pour un peu où tu sois un peu courageux, que tu sois un peu visionnaire, que tu quittes du bruit, que tu quittes du paraître, que tu quittes de la validation sociale, que tu arrêtes qu'on te valide, qu'on t'aime, qu'on t'approuve. Tu vas me faire tes 10 hectares de manioc. 10 hectares de manioc, tu n'as pas besoin de mécanisation. Je connais des personnes qui sont devenues multimillionnaires, puisque c'est le million que vous voulez entendre, grâce au manioc. Lorsque tu passes à faire des transformations, ça n'a pas besoin aujourd'hui que tu sois sur les grosses machines. Aller faire aujourd'hui le tapioca, tu n'as pas besoin d'une grosse mécanisation. Aller faire le bobolo, le miondo, le chikwan, le placali, aller faire la tchéké, tu n'as pas besoin d'une industrie de ouf. Sortons de la paresse. Et on peut commencer aujourd'hui à faire travailler nos artisans. C'est de la petite mécanisation. On fait travailler nos artisans, nos chaudronniers. C'est de l'hydraulique, c'est de la mécanisation, de la soudure tout simplement, des machines. Tu n'as pas besoin d'aller commander en Chine, en Turquie, en whatever. Non. Comprendre aujourd'hui que nous sommes, si on veut nous développer, on se doit de produire nous-mêmes, c'est-à-dire que nos richesses. On se doit de créer nous-mêmes la technologie adaptée à notre terroir. Comprends que ton sol, aujourd'hui, tu n'as pas besoin, c'est-à-dire que de venir à chaque fois retourner ton sol. C'est pour ça qu'il faut donc faire une agriculture agro-silvopastorale, une agriculture de diversification de cultures, une agriculture sur laquelle tu as les arbres, les légumineuses, les animaux. Donc, tu fonctionnes en circuit fermé. La nature n'a pas besoin de que les plantes savent déjà séquestrer de l'azote. Donc, tu vois que tu allais dépenser des millions comme ça pour l'azote, pour l'engrais. L'engrais que tu ne produis pas. Or que les plantes et les légumineuses savent sécréter cet azote-là. Les feuilles des arbres qui tombent, ça enrichit ton sol. Les branches qui tombent, qui pourrissent, ça enrichit. Donc, tu nourris maintenant la microfaune et la macrofaune. C'est ça le rôle d'un paysan. C'est ça le rôle d'un agriculteur. Être en contact avec la terre. Alors qu'aujourd'hui, cette agriculture dite moderne est venue couper tout contact avec le sol. Les agriculteurs aujourd'hui ne considèrent que le sol comme un vulgaire support sur lequel il faut uniquement produire. L'agriculteur aujourd'hui ne touche pas la terre, alors que nous en Afrique, je dis l'agriculteur occidental ne touche plus la terre, alors que nous en Afrique, nous avons encore cette fonction qui est noble de docteur, du médecin de la terre. L'agriculteur africain est en contact avec la terre, travaille avec la houe,
travaille avec la daba, travaille avec la machette, est en contact direct avec sa terre. C'est ça être paysan. C'est ça être agriculteur. Un agriculteur aujourd'hui qui est sur le tracteur, ce n'est pas un agriculteur. C'est un exploitant, c'est-à-dire quoi là, agricole. Est-ce que tu comprends? Il y a la différence entre exploitant agricole et être un agriculteur. Un agriculteur, c'est celui-là qui est en contact direct avec son sol, sa terre. C'est celui-là qui prend soin de sa terre. Alors qu'aujourd'hui, on vient juste nous faire comprendre que non, la terre, c'est un vulgaire support sur lequel il faut juste mettre ta semence, tu viens pomper les engrais chimiques, et puis voilà quoi. Oubliant que dans cette terre-là, il y a plus d'êtres vivants que d'êtres humains sur terre. Alors si tu ne comprends pas comment ta terre fonctionne, si tu ne comprends pas comment tu as dit que ces êtres vivants-là fonctionnent, ben tu vois que tu seras au merci d'un système qui vient t'enchaîner. Système de semences, mécanisation, chimique, pétrole, grand groupe agro-industriel, grand groupe de distribution, et là-dedans, on t'emballe. On t'emballe. Donc, chez les Africains, développons nous-mêmes notre propre modèle. Le modèle ici qui puisse sauver la planète, parce qu'on se doit aussi que de regarder et tirer la sonnette d'alarme. L'agriculture, c'est le secteur le plus rentable, je continue à répéter, lorsqu'on sait faire le choix des cultures. Aujourd'hui, nous avons cette chance-là que tout est encore à faire. Regardez avec toutes les contraintes que je viens d'énumérer ici. Jusque-là, on arrive à produire. On arrive à nourrir notre population. Donc, ce qu'on se doit de faire aujourd'hui en Afrique, c'est de plutôt développer le secteur de la transformation. On se doit aujourd'hui d'être autonome sur le plan énergétique. Et ça, c'est à nos États de le faire. La souveraineté énergétique, c'est le sort de l'État. La souveraineté sur le plan des infrastructures, les routes, c'est au sort de l'État. Toi, tu penses que tu vas commencer à aller construire, si ton champ est à plus de 50 km, tu vas commencer à aller construire la route à 50 km? As-tu les moyens de ça? La souveraineté énergétique, c'est au contrôle de l'État. Le pétrole,